Salut à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la review du chapitre 199 de Jujutsu Kaisen, un chapitre qui terminera officiellement le passage de Maki et de Noritoshi et qui transitionnera vers l'arène numéro 1 avec Yuji et Megumi qui ont réussi à trouver l'ange. Alors que ce soit la discussion entre Maki et Noritoshi, la transition vers l'arène numéro 1 ou encore la présence de l'ange et de la condition pour pouvoir sauver Gojo, je vous propose de vous intéresser aux éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais avant de débuter, comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, c'est un espace où on peut échanger plus librement, et bien que la communauté du Jujutsu Kaisen n'est pas encore très représentative, eh bien je compte sur vous pour venir la consolider. Ceci étant dit, je vous propose de vous plonger immédiatement dans l'analyse de ce chapitre et découvrir les éléments qui nous sont présentés cette semaine. Alors que le chapitre 198 nous montrait une Maki victorieuse face à son combat contre Nayoa, le chapitre 199 débutera avec une conversation entre la jeune femme et Noritoshi après ce combat difficile. En effet, alors que Maki commentait l'état déplorable de l'exorciste et de leurs récents alliés, la conversation se centrera très rapidement sur le changement d'état d'esprit de Kamo suite à son combat contre le fléau. Enfin, je devrais dire avant son combat. C'est quelque chose qu'on avait pu constater lorsque Noritoshi faisait face seul à Nayoa et qu'il poussait sa technique hématique, se rapprochant ainsi des limites de sa vie. Une prise de risque qui peut être rattachée au fait qu'il a perdu sa position d'héritier au sein du clan Kamo suite aux diverses actions de Kenjaku pour en prendre le contrôle. De ce fait, ce dernier semble avoir perdu tout objectif ou sens de vie et c'est principalement dû à la promesse qu'il s'était faite et qui le lie à sa mère. Rappelons-le, à l'origine, bien que Noritoshi était pressenti pour devenir le chef du clan Kamo, eh bien ce dernier ne voulait pas devenir exorciste si cela signifiait d'être séparé de sa mère. Cependant, c'est bien le fait qu'elle l'ait encouragé à le devenir tout en indiquant que cela ferait de lui une meilleure personne que ce dernier a décidé d'emprunter cette voie, une décision qui était renforcée par le fait qu'il voulait la retrouver, comme il l'a exprimé au moment où il a rencontré Yuji. Donc pour cette raison que le personnage semble avoir changé d'état d'esprit, pensant à l'instant T avoir perdu tout objectif ou sens de vie, quelque chose qui confiera à Maki qui entretenait des relations assez spéciales avec son clan. Cependant, bien que Maki a été en position où elle se battait pour prendre la tête du clan Zenin, son état d'esprit est tout de même différent de celui de Noritoshi. En effet, suite à la tentative d'assassinat de son père et à la mort de Mei, c'est plutôt à travers la destruction de son clan que cette dernière a décidé de s'affranchir de ce système, quelque chose qu'elle a pu réaliser grâce à l'obtention de cette nouvelle force et qu'elle a pu terminer en défaisant Nayoa. Ici, on assiste donc à un contraste entre les deux personnages, avec une Maki qui a décidé d'aller de l'avant, et un Noritoshi qui préfère s'apitoyer sur son sort. Bref, quoi qu'il en soit, l'ancien héritier du clan Kamo dans cette discussion et à travers sa promesse, abordera le ressenti que doit avoir sa mère à travers son nouveau statut, quelque chose qui permettra à Maki d'aborder comment sa mère a pris sa nouvelle position. Et ce moment nous permettra de conclure que les deux exorcistes ont une vision complètement erronée de la situation. En effet, alors que Maki indiquera que sa dernière discussion avec sa mère a provoqué sa mort, les paroles de la femme avant de mourir ne reflètent en aucun cas sa réelle pensée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a tué Nayoa de ses propres mains, quelque chose qui lui a permis enfin d'exprimer ses réels sentiments dans un clan aux règles assez strictes. Ainsi, c'est en s'éteignant que cette dernière avouera pour la première fois qu'elle est heureuse d'avoir mis au monde ses deux filles, quelque chose qu'elle se refusait de faire à cause de la rigidité du clan Zenin. Maintenant, en ce qui concerne Noritoshi, ce chapitre nous apprend qu'en réalité, sa mère éprouvait une forte aversion envers le clan Kamo. C'est d'ailleurs pour cette raison que la jeune femme a choisi le nom Noritoshi, un nom qui s'avère tabou au sein du clan, et c'est sûrement à cause des expériences de Kenjaku lorsqu'il avait pris le corps de l'ancien chef du clan. Ainsi, la jeune femme révèle que c'est parce qu'elle espérait secrètement que son fils laisse tomber cette famille qu'elle a pris cette décision, quelque chose qui nous montre qu'en aucun cas, cette dernière éprouverait de la déception concernant le nouveau statut de son fils. Ainsi, c'est peut-être lorsque Noritoshi apprendra la vérité qu'il pourra finalement aller de l'avant, sachant que l'histoire a l'air plutôt d'avancer vers l'abolition de ce système plutôt que vers leur prospérité. Bref, maintenant qu'on a abordé cette première partie, donc la première partie de ce chapitre, je vous propose de passer à la seconde partie de cette review, celle consacrée à la transition vers l'arène numéro 1. Alors que le chapitre 173 s'achevait avec un Megumi au sol et avec l'ange le surplombant, le chapitre 199 nous permet de revenir vers l'arène 1 auprès de l'exorciste en compagnie de l'ange et de ses camarades. En effet, dans les premières pages de cette partie, on apprend qu'après que Megumi se soit écroulé, l'ancien chef du clan Zenin s'est fait transporter par l'ange, et c'est parce que Fumiko et Yuji les ont aperçus que ces derniers ont pu les rejoindre, ce qui explique ce rassemblement soudain. Ainsi, dans ce passage, on apprend que 2 jours se sont écoulés depuis son combat contre les Istar, temps pendant lequel Megumi est resté inconscient.
D'ailleurs, on sent que l'ange, ou devrais-je dire Anna, semble bien apprécier Megumi vu la manière dont elle s'est adressée à lui lorsque ce dernier s'est réveillé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette dernière a décidé de le sauver, quelque chose qui pourrait confirmer qu'elle a de l'intérêt pour le personnage. Bref, quoi qu'il en soit, après que le contexte soit posé, Yuji profitera de cette occasion pour faire un débrief sur le total de points que nos héros ont réussi à accumuler. En effet, dans ce passage, Yuji indiquera qu'avec les points que Megumi a gagnés, ceux de Yuta, ajoutés à ceux de Fumiko et de Anna, le petit groupe a désormais atteint le quota qu'il s'était fixé. Et oui, ce passage nous apprend que Anna et Fumiko sont disposés à aider nos amis dans leur récolte de points. Pour Fumiko, ce dernier souhaite aider nos exorcistes pour les remercier d'avoir mis en place la règle qui consiste à pouvoir échanger des points et donc d'éviter de devoir tuer des individus. Et en ce qui concerne l'ange, ou devrais-je dire Anna, eh bien ces raisons sont sûrement liées à Megumi. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une attirance amoureuse ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'autre? Eh bien, il faudra attendre encore un peu pour avoir la réponse à cette question. Bref, grâce à ce total de points, nos exorcistes sont désormais en mesure de pouvoir mettre en place la règle qui permet à un participant de sortir de l'arène, et donc de sauver Tsumiki, l'objectif principal que s'était fixé Megumi. Les choses se présentent plutôt bien, sauf que la situation va plus ou moins se corser en ce qui concerne leur seconde mission, celle de libérer Gojo. Et c'est d'ailleurs sur cette phrase que je vous propose de passer à la troisième partie de cette review, celle qui aborde plus en détail l'ange et son objectif. Alors que l'objectif de points que s'étaient fixé nos exorcistes semble enfin toucher à son terme, la présence de l'ange va également leur donner une lueur d'espoir concernant l'objectif qui est de libérer Gojo. Cependant, avant d'aborder cette partie, je vous propose de vous plonger dans les informations que l'ange va révéler à Fumiko, à Yuji et à Megumi concernant les participants du passé dont elle fait partie. En effet, dans un premier temps, on apprendra que l'ange en tant qu'Oroli cohabite dans le corps de Anna, un petit peu à la manière de Sukuna avec Yuji. C'est quelque chose qui peut paraître assez surprenant, mais ces explications seront encore plus intéressantes. Dans ce passage, ce dernier va indiquer que la plupart des incarnés qui se trouvent dans la traque mortelle ont tué la conscience de leur réceptacle, ce qui explique pourquoi les Ista, Ryu ou Hajime ont en permanence leur apparence du passé. Ainsi, ces quelques cases nous permettent d'en apprendre plus sur la psychologie du personnage qui, lors de sa réincarnation, se refusait de tuer Anna, justifiant son acte comme étant pour lui contraire aux lois divines. De ce fait, cet état d'esprit assez honorable pour le réincarné va justifier son objectif qui est de purger tous les incarnés présents dans la traque mortelle. Et bien entendu, à ce stade du chapitre, on pouvait pressentir la suite pour Sukuna, mais ça, on va l'aborder dans quelques instants. Bref, quoi qu'il en soit, la découverte de l'ange va permettre à Yuji et Megumi de pouvoir lui demander le service, donc l'objet de leur mission, à savoir de libérer Gojo de la lisière du supplice. En effet, comme l'avait pré-shot Tengen, le pouvoir du réincarné lui permet d'annuler tous les sorts, y compris les barrières et les sauts. Ainsi, ceci justifie pourquoi ce dernier se trouve actuellement dans l'arène numéro 1 et non la numéro 2, quelque chose qui sera justifié par le fait que le réincarné souhaite éviter le nombre de fléaux importants dû à la présence de la mer, et j'imagine aussi des adversaires forts comme Hajime qu'il souhaite éliminer mais qui se sent peut-être pas en capacité de le faire maintenant. Ainsi, c'est grâce à ces capacités que l'ange indiquera être en capacité de pouvoir libérer Gojo, cependant, cela ne se fera pas sans une contrepartie de nos héros. Et cette contrepartie, c'est de l'aider à éliminer l'incarné qui se nomme l'ange déchu. Alors dit comme ça, on aurait pu croire que c'était quelque chose d'anodin, sans réelle conséquence pour nos héros, sauf que Yuji apprendra par Sukuna que ce fameux réincarné n'est personne d'autre que le fléau lui-même. Ainsi, avec Hajime, Yuji continue à cumuler les ennemis, sachant que ce dernier est la condition pour pouvoir libérer Gojo. Ainsi, il est possible qu'au bout d'un moment, nos exorcistes finissent par vendre la mèche, moyennant un pacte, celui d'attendre que Yuji dévore l'ensemble des doigts de Sukuna avant de l'éliminer. Et peut-être le fait de libérer Gojo pour pouvoir les aider à éliminer Sukuna. Ainsi, cela permettrait de gagner du temps, même si je pense que les choses seront plus compliquées que ça. Yuji, à travers Sukuna, se retrouve la cible d'un nouveau personnage, étant donné que le fléau a pris possession d'une bonne partie de son être, et que le pouvoir de l'ange ne semble pas suffisant pour pouvoir le séparer sans que ce dernier décède. Et au vu des aptitudes physiques de Yuji, on pourrait se demander s'il décéderait réellement si ce procédé arriverait. Bref, quoi qu'il en soit, la suite des chapitres nous permettra sûrement d'avoir plus de réponses concernant cette intrigue, et j'avoue que je suis assez hype de revenir dans cette arène numéro 1. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, eh bien je vous en remercie. Et si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis sur le chapitre et de vos théories. Encore une fois, le retour dans cette première arène est quelque chose d'assez palpitant et je vous avoue que j'ai assez hâte de voir la suite. Mais en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt.